God, what the hell happened here? Come on, Doc. The Thing was a bomb. People hated that movie. The fans hated that movie. Critics hated it too. They thought I had raped the Madonna. Showed them too much of the monster. You just don't do that. Only if you're a low-rent director like me do you show the monster. You're supposed to hide it in the shadows. People begin to watch it at home video and they begin to reappraise it. Some have never reappraised it though. They still love now. Avant d'obtenir sa réputation de film d'horreur cultissime, The Thing est passé par une dure période de critiques négatives avec un maigre rendement au box-office. C'était également le cas d'autres incontournables du cinéma comme Citizen Kane, Fight Club ou Blade Runner, qui sont également passés par cette phase d'impopularité avant de devenir des références dans leur genre respectif. Et Event Horizon fait partie de ces films qui ont rencontré un succès tardif auprès des amateurs de science-fiction horrifique, devenant lui-même une référence respectée, voire carrément un film culte. Et c'était pas gagné. Réalisé par un des metteurs en scène les plus détestés de notre époque, menant un tournage maudit dans des conditions stressantes et dangereuses, Paul W.S. Anderson ne reculait devant rien pour donner naissance à sa vision horrifique et parfois même très malsaine qu'il souhaitait pour son film. Enfilez vos bottes magnétiques et préparez-vous à traverser le Warp, parce qu'aujourd'hui on va voir comment le Event Horizon est finalement revenu des enfers. Event Horizon est un film américano-britannique produit par Paramount Pictures et Impact Pictures sorti en 1997 aux États-Unis et réalisé par Paul W.S. Anderson, un agriculteur célèbre pour ses productions massives de navets. Je trouve qu'on parle pas mal de lui pour un mec qu'on clash autant. L'amour vache. Le film se classe dans la catégorie horreur science-fiction et raconte l'histoire de l'équipage de l'USAC Lewis and Clark qui part en direction de Neptune pour une mission de sauvetage supervisée par le physicien William Weir. Ils y découvrent l'Event Horizon, un vaisseau qui a disparu dans le Proxima de Centaure 7 ans auparavant et qui a ressurgi dans des conditions aussi mystérieuses que sa disparition. Le budget du film est évalué à un peu plus de 60 millions de dollars et avait en tête d'affiche Sam Neill et Laurence Fishburne. À l'époque, le jeune réalisateur a 2 films à son actif, Shopping, franchement passable, et Mortal Kombat qui avait connu un fier succès en restant en tête du box-office pendant 3 semaines malgré une critique mitigée. Donc Anderson était plutôt solvable pour un nouveau projet ambitieux. Il a même refusé de faire la suite de Mortal Kombat ainsi que le premier X-Men pour ce film, car il souhaitait réaliser quelque chose de plus violent et de plus... mature. Et toi, Stark, ça te dirait? Quelque chose de bien chaud et de bien noir qui se répand en toi. Basé sur un scénario de Philip Heiner, Paramount envoie Event Horizon à Paul W.S. Anderson qui trouve qu'en l'état, le récit ressemble trop à Alien. Il demande donc quelques réécritures et veut baser le film sur un aspect plus infernal dans le sens religieux du terme. Anderson et Jeremy Bolt, un des producteurs, s'inspirent de La Maison du Diable de Robert Wise et de Shining de Kubrick pour le film. Et ils décident d'enlever les aliens présents dans le scénario de Heiner pour laisser place à une menace plus fantomatique, de sorte à ce que le film devienne une sorte de maison hantée dans l'espace. Les décors sont largement inspirés des représentations célèbres des enfermes de Jérôme Bosch, Peter Bruegel et Dante, notamment avec le hachoir à viande, ce tunnel dans lequel il était très compliqué de garder l'équilibre. Globalement, le design de l'Event Horizon est inspiré de l'architecture de Notre-Dame, et les ambitions du metteur en scène ne s'arrêteront pas là, puisqu'il fera appel à Clive Barker en tant que consultant sur la direction artistique, ce qui explique pas mal pourquoi il y a une ambiance d'horreur gothique très similaire à celle d'un Hellraiser. Ça va même encore plus loin puisque si ces interventions lors de la pré-production sont nombreuses, on ressent très fortement les thèmes abordés dans Hellraiser. Ce dernier se veut moins ambigu sur sa dépiction de l'enfer, mais cela n'empêche que je n'aurais été absolument pas surpris de voir des Cénobites débarquer dans l'Event Horizon. Oui, lol, c'est nos zizi. On pourrait presque imaginer que Léviathan est derrière les événements du film de Paul W.S. Anderson. On pourrait même imaginer des xénomorphes tant qu'on y est. On compare pas mal Event Horizon au film Alien dans son esthétique. Même si le contexte aide beaucoup, on note la présence de Adrian Bridle à la direction photo, qui a déjà travaillé sur Aliens de James Cameron, et John Mollo au costume, qui avait déjà travaillé sur Alien de Ridley Scott. John Mollo avait fait un travail tellement poussé sur les costumes qu'il était allé jusqu'à mettre de véritables accessoires fonctionnels dessus, comme par exemple des aimants sur les bottes des acteurs. Ouais, et c'est d'ailleurs avec cette histoire de costumes qu'on va commencer notre grand crescendo des galères de tournage. Parce que les tenues sont tellement lourdes, donc pesant jusqu'à 45 kg, que même une masse comme Laurence Fishburne ne peut la supporter plus de 5 à 10 minutes et doit faire des pauses régulièrement pour soulager son dos. Sam Neill, lui, il vient entre 1h et 2h du matin pour se faire poser des prothèses pendant 8 heures avant le début de chaque tournage et de nombreux accidents arrivent, comme
comme un costume qui prend feu lors d'une scène pyrotechnique dans le hachoir à viande. Enfin, Sam Neill et Jolie Richardson seront blessés lors de la scène de l'explosion du cockpit, poussant l'actrice à croire que ce film est maudit. Sans déconner! Bon, jusque-là quelques accidents, mais tout est encore sous contrôle. Sauf que Paramount a un creux à l'été 97. Le studio a donc demandé à Anderson de raccourcir la production pour sortir le film à cette période. La production est donc compressée en 10 semaines de tournage intensif, où le réalisateur travaille 7 jours sur 7 pour maintenir le film sur le bon cap. Un incendie détruit une partie des décors qui devront être reconstruits extrêmement rapidement. Le temps que le décor d'origine soit intégralement reconstruit, celui-ci ne servira que le temps d'une scène. Arrivent donc des projections tests, des projections privées qui servent donc à anticiper au mieux les réactions du public et à ajuster les scènes en fonction des réactions. Sauf que tout ça se fait tellement dans la précipitation que les premières projections se font alors que certains effets spéciaux ne sont même pas encore finis. Et la réception est extrêmement négative. En fait, c'est même carrément catastrophique. Des spectateurs ont perdu connaissance tellement le film était démesuré de violence graphique. Le studio demande donc à ce qu'on coupe 30 minutes de film et à ce que la fin soit modifiée. Alors, concernant les scènes coupées, ces extraits contenaient des séquences où on en apprend davantage sur les backstories des membres de l'équipage. Ce qui est dommage parce qu'on en aurait bien eu besoin au cours du film. Il y avait également beaucoup de scènes d'hallucination et surtout une représentation beaucoup plus poussée du voyage en enfer du précédent équipage. Anderson avait pris l'initiative de réaliser un truc un peu foufou pour rappeler les enfers de Jérôme Bosch. Et je pense que même Jérôme Bosch aurait trouvé ça dégueulasse. Ces scènes contenaient environ 10 minutes ininterrompues de pur gore tournées avec des véritables amputés et des acteurs porno. Voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais si vous voulez, je vous ai fait un dessin. On peut facilement imaginer que le studio n'a pas vu la prouesse artistique que Anderson souhaitait atteindre. Mais les galères ne s'arrêtent pas là. Niveau budget, plusieurs millions ont été engloutis dans des effets spéciaux, et tout particulièrement sur la conception d'un seul plan du Lewis et Clark qui apparaît à 5 minutes du film, et il aurait pris environ 10 semaines à être fait par une seule monteuse en effets visuels. Viennent finalement les secondes projections test, mais beaucoup de gore a disparu de cette version. En revanche, la fin originale était préférée à la nouvelle, donc encore un remontage qui sera un mélange de fins et des séquences à la violence bien plus édulcorées. On a donc énormément perdu en informations dans cette version qui sera diffusée au cinéma. Et malheureusement, la suite, vous la connaissez. Considéré comme un alien qui échoue à faire peur, le film est un cuisant échec au box-office, et la critique est plus que médiocre. Pourtant, la concurrence n'était même pas là, et c'est bien pour ça que le film a été avancé de quelques mois par Paramount. Le manque d'homogénéité s'explique essentiellement par une production précipitée, et ce qui en ressort des critiques, c'est que malgré le budget et les talents au sein de l'équipe, le rendu fait très cheap. De bonnes idées qui sont mal orchestrées, et le film ne raconte plus grand chose une fois qu'on apprend que le vaisseau revient des enfers. Et c'est assez compréhensible, c'est en apparence un film qui fait très série B, mais qui ne va pas jusqu'au bout de ses idées. Mais alors, pourquoi est-il si apprécié aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il a maintenant qu'il n'avait pas avant, et pourquoi notre regard aurait-il changé? Depuis sa sortie dans les salles obscures, Event Horizon est resté inchangé. Sa résurgence a donc probablement été initiée par ses propres influences. L'exemple le plus évident est le scénario de Philip Eisner, qui s'est inspiré de l'univers Warhammer dont il était passionné. I mean, I have the 1987 original Warhammer 40k rulebook. I wargamed for 5 years. You know, playing Warhammer 40k, I did Eldar and Chaos Marine. Si vous êtes fan de Warhammer, vous savez probablement qu'Event Horizon a pas mal secoué la communauté par ses thèmes très proches de ceux du célèbre Wargame. À quelques détails près, on considère presque le film comme canon dans l'univers du jeu de plateau. C'est vrai qu'en y regardant de près, on peut y voir le premier contact avec la dimension du chaos, le Warp. Considéré par certains comme le meilleur film Warhammer 40k jamais réalisé, oui, on peut y faire de nombreux parallèles en le regardant avec cette idée en tête. Ce qui est plutôt amusant, c'est qu'en voulant s'éloigner de Warhammer en proposant un univers avec des aliens et une menace cosmique, c'est finalement Paul W.S. Anderson qui a fait plus ou moins volontairement revenir le script vers la licence phare de Games Workshop. Et ce n'est pas les seuls geeks que son film va intéresser, puisque celui-ci partage de nombreux points communs avec une autre licence qu'on apprécie tout particulièrement. Une technologie très avancée que nous ne maîtrisons pas qui ouvre un portail vers une dimension qui s'apparente très fortement à l'enfer, disons que c'est trop spécifique pour ne pas s'influencer mutuellement. Comme pour l'univers Warhammer, de nombreux fans de la saga Doom voient en Event Horizon une véritable référence. Lorsque Doom 3 sort en 2004, les inspirations du film dans les thèmes infernaux et la science-fiction sont flagrants. Les fans iront même jusqu'à faire un mode de Doom 3 qui reproduit l'intégralité du vaisseau du film. On peut également citer Dead Space, très inspiré par les atmosphères du film, notamment avec l'USG Ishimura, qui a de très bonnes vibes d'Event Horizon.
Déjà très inspiré par Alien et The Thing, le jeu hisse Event Horizon à un niveau de référence où il fait la jonction de ces deux mastodontes du cinéma de science-fiction horrifique. Je dirais même du cinéma d'horreur cosmique. 70 ans après la mort de Lovecraft, ses écrits deviennent libres de droit en 1997, soit la même année que la sortie de Event Horizon au cinéma. Alors, j'essaie pas d'établir de concordance entre les deux événements, le film a floppé pour les raisons qu'on a citées précédemment, et il n'est pas forcément celui qui représente le mieux les thématiques du célèbre écrivain d'horreur. D'autant qu'Anderson n'a jamais mentionné le nom de celui-ci dans ses inspirations. Là où je veux en venir, c'est que la réappropriation des écrits de Lovecraft a très probablement contribué au succès tardif de Event Horizon, avec qui il partage une thématique commune, l'horreur cosmique. Un univers habité par un mal nihiliste et insaisissable dans lequel il n'y a ni destin ni Dieu, et où l'esprit humain fait face à la réalité vertigineuse de l'insignifiance de son existence. Dans Event Horizon, le mal absolu n'est autre que les propres erreurs passées de l'équipe de sauvetage. Le vaisseau utilise la culpabilité des nouveaux arrivants pour les atteindre et les entraîner vers une mort brutale. Certains caresseront l'espoir d'affronter leur culpabilité, sans réel succès puisque le mal est invincible et omniprésent, laissant les témoins de son effroyable existence sombrer dans un profond désespoir face au constat glacial qu'ils n'échapperont jamais à l'horreur qui les guette. Mais de manière générale, comme Lovecraft, le succès de l'horreur cosmique est souvent un retardement. D'autant plus lorsqu'on parle d'une version Director's Cut qui n'a toujours pas vu le jour. Après que le film ait commencé à gagner en notoriété, notamment grâce aux versions en VHS, les studios ont finalement proposé à Paul de faire une Director's Cut pour Event Horizon, et de monter la version qui correspondait à sa vision en vue de la commercialiser dans un montage direct ou VHS. Paul W.S. Anderson part donc à la recherche des rushs natifs en compagnie de son producteur et associé Jeremy Bolt, et c'est un parcours pénible pour retrouver la trace des bandes qui ont circulé de main en main pour se retrouver dans une mine de sel en Transylvanie. Et non, je vous assure, je ne viens pas de l'inventer. Ces fameuses bandes incluaient probablement les séquences en enfer et une bonne partie des scènes coupées de manière générale. Mais hélas, elles étaient bien trop dégradées pour servir à un remontage du film. Pourtant, une cassette du montage original subsisterait encore aujourd'hui. Jeremy Bolt et Paul W.S. Anderson n'ont jamais eu la motivation de se poser pour la regarder ensemble depuis sa découverte en 2012, considérant que le contenu de cette cassette serait de toute manière trop dégradé pour être numérisé dans un nouveau montage. Ceci dit, tout espoir n'est pas perdu pour Event Horizon. On dit souvent des réalisateurs au palmarès discutable qu'ils ont au moins un film qui passe. Event Horizon est indéniablement celui de Paul W.S. Anderson. Soldier et le premier Resident Evil sont également défendables, mais ce film a été réalisé avec une vision beaucoup plus personnelle et une intention artistique très ambitieuse. Bien sûr, le film est truffé de mimiques d'Anderson, des dialogues un peu limites et reste un pur produit des années 90, mais c'est aussi ce qui contribue à son charme unique. Anderson a l'air d'être un réalisateur passionné, et ça se sent dans les références qu'il intègre dans ses films, les artistes à qui il fait appel et les acteurs avec qui il travaille régulièrement. Dans ses interviews, il semble humble et sympathique. C'est difficile de le détester quand on voit que ses films servent surtout à mettre en valeur Mila Jovovich, son épouse, pour qui il voue une profonde admiration. J'espère sincèrement que le réalisateur prend conscience que c'est une pépite et voit ce qu'on appelle le culte classique qui est devenu son film. Je vois pas comment il peut en douter quand même Kurt Russell lui a fait part de son avis avant de travailler sur Soldier avec lui. Il lui a dit « Oublie ce que le film fait comme entrée maintenant, dans 15 ans, ce sera le film que tu seras fier d'avoir fait. » Faut dire que quand on a tourné dans The Thing, on sait de quoi il en retourne avec ce genre d'expérience. On ignore de quoi est fait l'avenir, et il n'est pas impossible que demain la filmographie de Paul W.S. Anderson devienne culte grâce à une nouvelle tendance ou à une certaine nostalgie doucement assumée pour les films un peu bêtes et bourrins des années 90-2000. Event Horizon est un film de science-fiction horrifique incomparable qui saura ravir les amateurs d'horreur cosmique. Et même si le film n'a pas suffi à vous réconcilier avec le cinéma d'Anderson, on espère lui avoir rendu justice en mettant en avant le travail colossal qu'il a fourni pour le réaliser. Bref, en tant que fan de Doom et de Warhammer, on vous le recommande parce que qui sait, on pourrait bien un jour voir la Director's Cut qui pourrait être la version ultime du film. Car tel le Event Horizon, le film de Paul W.S. Anderson ressort finalement des enfers après tant d'années d'absence pour nous donner un aperçu unique de l'horreur cosmique. Merci à vous d'avoir suivi cette transmission, chers survivants, et merci aux tipeurs du mois qui permettent à cette vidéo d'exister. Grâce à vos dons sur Tipeee et sur Twitch, on a pu améliorer notre matériel pour tourner cette vidéo en 2K. Donc merci à Belleroom, Boss Adonis, Miko-chan et Léo d'avoir contribué à la survie de cette chaîne. On vous souhaite bon courage dans les terres grises, et on se dit à très bientôt pour une prochaine transmission. Salutations, chers survivants. Salut! Fin de transmission.